Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Pierre Orofast, je suis l'auteur de la trilogie baryonique et je suis désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui, j'avais un empêchement professionnel. Alors j'ai reçu par contre votre liste de questions, donc on va pouvoir y répondre pour cette petite vidéo. Alors Léon me demande pourquoi j'ai écrit la trilogie baryonique et puis il y a des questions autour de pourquoi la science-fiction. Inès me demande est-ce que la science-fiction vous a toujours intéressé. Oui, en fait, quand j'avais votre âge, en fait, je lisais beaucoup de SF, des Bradbury, Asimov, etc., des grands classiques. Et en tant que scientifique, puisque je suis ingénieur, j'ai toujours eu un peu cet attrait, cette nostalgie pour la SF. Là, c'est vrai que sur Netflix, dans les films, dans les séries, il y a pas mal de choses autour de la SF, de très bonnes séries, de très bons films. Et puis, donc, ça m'a donné envie de me remettre, entre guillemets, à la SF après 5 ou 6 romans de littérature générale. Lucas me demande quel est votre processus d'écriture. Il y a beaucoup de questions autour de comment on écrit en fait. Par quoi commencez-vous pour écrire un roman? Emma demande est-ce que la fin du roman était-elle prévue dès le départ? Donc ça c'est important, hein. Il y a eu des séries télévisées, notamment Lost, qui est assez connue, où la fin c'est un peu n'importe quoi. Comment saviez-vous que vous écrirez une trilogie lorsque vous avez écrit et publié votre premier tome? Donc pareil, hein, est-ce qu'on connaît la fin? Est-ce qu'on sait qu'on s'engage sur un voyage au long cours, sur une trilogie ou pas? Alors là, ça parle de la méthodologie de travail d'un écrivain. Et là, vous pouvez interroger plusieurs auteurs, plusieurs autrices, ils vont tous avoir une réponse différente. Donc quel est mon processus d'écriture? C'est un projet qui se fait sur le long terme, hein, sur 3 ans. Il y a aussi une question sur quelle est la durée d'écriture. Euh, j'ai l'habitude de dire que ça met 3 ans pour écrire un roman, non pas dans l'écriture elle-même, mais dans tout le cycle entre la conception et l'écriture. Donc on commence par une année où je me suis dit tiens je vais écrire de la SF. Coucou le chat. Et, euh, donc je veux écrire de la SF et donc je commence à me renseigner sur quel style je pourrais écrire, parce que vous savez qu'en SF il y a plusieurs styles, hein, il y a de la hard SF, du space opéra, etc. Donc je commence par revoir des films. David d'ailleurs m'a beaucoup aidé en me donnant des listes de lecture ou des listes de films à regarder pour trouver un peu ce qui m'intéresse, ce qui ne m'intéresse pas. Donc je note les idées sans forcément avoir une idée de l'histoire, hein, c'est-à-dire le but du jeu c'est de se faire de la documentation, d'écrire des choses, des univers qui nous plaisent, des choses qui ne nous plaisent pas. Et puis au bout d'un an où j'ai mûri le sujet en moi hein, avec des réflexions, je me dis bah tiens je vais écrire une histoire. Donc je prends une semaine, en général c'est pendant les vacances, et là je commence à structurer en disant bah, dans le premier tome, il va se passer ça, dans le deuxième tome, il va se passer ça, dans le troisième tome, il va se passer ça. Donc oui, c'est important de savoir qu'on écrit une trilogie pour avoir une histoire qui se tient. Donc typiquement, le premier tome, ça va être une catastrophe, la tragédie de l'orque, qui va amener à la découverte un peu par hasard de nouveaux systèmes solaires. Le deuxième tome, ça va être la découverte de ce système solaire et qu'est-ce qu'on y trouve. Et dans le troisième, ça va être le dénouement de l'histoire. Voilà. Et une fois que j'ai ça, après je vais aller dans le détail, c'est-à-dire que je vais creuser le scénario du premier tome. Et moi je suis très branché sur un synopsis détaillé, c'est-à-dire que le premier tome, ça va se traduire en une quarantaine de chapitres que je vais résumer en 3 lignes. Donc je vais vraiment faire un scénario très très détaillé du premier tome, ensuite du deuxième tome et ensuite du troisième tome. Alors pourquoi je fais ça? Il y a une question autour du syndrome de la page blanche. C'est typiquement le genre de choses qui évite le syndrome de la page blanche. Je sais que je dois travailler par exemple 2 heures sur un chapitre, j'en suis au chapitre 17. Donc je relis le chapitre 17, je lis ce que je dois écrire sur le chapitre 18, qui est 3 lignes dans mon synopsis, et je détaille ces 3 lignes en 3 pages. Voilà. Donc c'est comme ça que j'écris. Vous voyez derrière sur le mur, là, il y a le plan avec des fiches de personnages, des dates clés, etc. Sur mon mur, là. Je ne sais pas si on peut voir un peu mieux.
hop, voilà, enfin bref, il y a plusieurs post-it. Et ça, c'est très important pour moi pour savoir où je vais. Il y a une question qui a été posée sur comment faites-vous, une question de Noé, comment faites-vous pour gérer vos deux activités, parce que je suis effectivement ingénieur en cybersécurité et écrivain. Donc c'est ça en fait, je pense que la clé c'est l'organisation et de me dire que j'ai un script détaillé, je sais où je vais, et, euh, et quand j'ai 2 heures d'écriture, ben, je ne perds pas mon temps à réfléchir à l'histoire, à la créativité, etc. Il y a le chat qui veut à tout prix venir sur mes genoux. Hop là, ça passe mal. Voilà. C'est pas grave. Voilà. Donc, ça c'était sur la partie quel est le process d'écriture. Donc, globalement 3 ans. Donc, la première année à essayer de réfléchir à l'histoire et à construire le scénario. Une fois que j'ai le scénario, je peux l'écrire en une année, c'est-à-dire que 3 mois pour un premier jet, je laisse reposer, je le relis, je fais des modifications. Il faut bien se dire que quand on écrit un roman, c'est pas parfait du premier coup, hein. Donc on écrit d'abord un premier jet de l'histoire pour savoir si ça fonctionne, on le fait relire par de la famille, par des amis, par des professionnels. Et puis petit à petit on affine, on corrige. Alors d'abord l'histoire, des pans entiers, on change des personnages, on change des arcs narratifs, et puis petit à petit ça devient vraiment des détails, jusqu'à la dernière relecture qui se fait la dernière année en général avec l'éditeur, qui sont une passe euh, des corrections typographiques par exemple, mais aussi des paragraphes que l'on va changer, ils étaient écrits au passé, on va les écrire au présent pour donner un peu plus de dynamisme, etc. Et puis la dernière année, donc il y a cette première partie-là, ensuite on imprime le livre, il est envoyé à des journalistes, ce qu'on appelle les services presse ou des influenceurs, et puis ensuite il est publié, puis on rentre dans un cycle de rencontres, de festivals, etc. Il y a beaucoup de questions sur les sources d'inspiration. Donc Lily me demande si les personnages du livre ont été inspirés de personnages réels. Mathias demande comment on trouve l'inspiration pour écrire une si longue histoire. Simon demande quelles sont vos sources d'inspiration. Thiago, pareil, quelle a été votre inspiration, etc., etc. Donc là, en général, on dit qu'il y a 3 sources d'inspiration. La première source d'inspiration, c'est le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire, il y a des choses qui m'intéressent quand je lis Epsilon, Science et Vie Junior, tout ce que vous voulez, sur la science, mais aussi sur la psychologie des personnages, les relations, etc. Donc c'est des petites anecdotes qui me plaisent, qui m'amusent, qui m'intéressent et que je vais noter bien précieusement pour les recaser dans mon livre. Il est évident que surtout quand on écrit un livre de science-fiction, tout n'est pas inventé, notamment ce qui est trait à la science, à la biologie, etc. Donc ça fait partie d'une inspiration réelle qui existe dans le monde réel. La deuxième source d'inspiration quand on écrit un roman, c'est bien sûr soit sa vie, son expérience passée, et toutes les expériences qui peuvent nous inspirer pour décrire, alors soit la psychologie des personnages, c'est-à-dire les gens que je connais, je m'en inspire forcément pour écrire, mais aussi les expériences que j'ai pu vivre dans ma vie. Et la troisième partie, en général, c'est de la créativité, c'est-à-dire de la vraie imagination, des choses qui n'existent pas et que j'invente. Alors quand on écrit un livre, un roman dit contemporain, c'est-à-dire qui se passe en 2025, le ratio entre ces 3 parties ne va pas être le même. Si j'écris une histoire sur ma vie d'ingénieur, par exemple, je vais plutôt m'inspirer du monde réel et de mon expérience vécue, et très peu d'imagination, si je fais une biographie par exemple. Si maintenant j'écris un récit dit de l'imaginaire, donc de science-fiction, c'est évident que la part créativité et invention pure va être beaucoup plus importante que dans une biographie. Donc là, ça va être un peu plus décalé, je vais plutôt inventer et me baser sur le monde réel, enfin l'état de la science, et mon expérience personnelle, on s'en fiche un peu, c'est-à-dire je ne suis jamais allé sur une exoplanète ou je n'ai jamais fait de voyage dans l'espace. Voilà, donc l'inspiration, on peut jouer sur ces 3 facteurs-là en fonction du livre que l'on va écrire. On ne s'inspire pas de la même façon sur un polar, où peut-être on va plus s'inspirer des anecdotes du passé, des choses qu'on a lues, que dans un livre de l'imaginaire, héroïque fantasy ou science-fiction.
Alors oui, bien sûr, pour répondre à Simon, Thiago, Lily, Mathias, il y a bien des choses qui sont inspirées de ma vie réelle, notamment des personnages, forcément, hein, je ne peux pas inventer toutes les psychologies différentes, je m'appuie sur ce que j'ai pu observer par exemple chez mes filles lors de l'adolescence pour parler de Mia et de Slow, c'est évident, mais je vais aussi m'inspirer des relations professionnelles que j'ai pu avoir, notamment dans la gestion de crise, très important dans mon métier cyberattaque pour écrire des scènes de gestion de crise au niveau de l'EPON par exemple ou de l'ARA quand ils sont en gestion de crise pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire des trous noirs ouverts par exemple. Euh, une question, est-ce que je me suis inspiré de films, notamment Interstellar? Oui et non, c'est-à-dire comme je le disais au début, avant d'écrire la trilogie, j'ai pas mal revu de films, donc les classiques, hein, ça va de Star Wars qui est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout crédible à Interstellar qui est vraiment très crédible du point de vue de science-fiction. Et oui, alors on s'en inspire pas forcément pour recopier, mais on peut aussi s'inspirer pour savoir ce que je ne veux pas écrire. C'est-à-dire quels sont les clichés de la SF ou les grands thèmes classiques dans lesquels je ne voulais pas me projeter dans la trilogie. Voilà. Et en l'occurrence, Interstellar est un grand film, je trouve, de science-fiction que j'ai beaucoup aimé. Alors je ne sais pas si je m'en suis inspiré, mais effectivement, Interstellar parle aussi des trous noirs. Voilà. Il y a des questions sur le style, notamment enfin, le style ou le livre. Ajouter une touche d'humour est-il important pour vous? Ou avez-vous conçu les références à la pop culture, notamment comme un défi au lecteur, demande Élise. Alors, on n'écrit pas forcément pour le lecteur, on écrit d'abord pour raconter une histoire, mais il est vrai que moi j'aime bien jouer un peu avec le lecteur en mettant, alors sous deux formes, hein, soit en mettant des références ou des petites anecdotes à mes livres passés. Donc ça c'est assez amusant, ça donne, alors le lecteur qui ne les a pas lus, ça change rien pour lui parce qu'il s'en rend pas compte, mais mes lecteurs les plus fidèles se disent tiens ça c'est une référence à tel livre avant, donc ça donne une dimension de plus. Et les références à la pop culture, alors quand on écrit de la SF, c'est aussi, oui, c'est aussi un clin d'œil, je pense, un passage obligé qui est très amusant pour le lecteur, quand il dit tiens, ça c'est une référence à 2001, l'Odyssée de l'espace, ou ça c'est une référence à Star Wars, etc. Donc il se sent un petit peu fier, et puis c'est une sorte de jeu ouais, que je fais avec le lecteur. Le métier d'écrivain, il y a pas mal de questions. Vous vous posez la question, Evan demande était-ce un rêve d'enfant de devenir écrivain? À quel âge avez-vous commencé à écrire? Demande Julia. Noé dit comment faites-vous pour gérer vos deux métiers? Alors d'abord sur la vocation, je me suis mis à écrire très tard, hein, puisque je me suis mis à écrire il y a 10 ans à peu près, j'avais tout juste 40 ans, et j'avais envie d'exploiter ma créativité à autre chose. Pendant très longtemps, j'ai écrit des logiciels open source, des petits jeux. Et puis à un moment donné, j'en ai eu un peu marre de la technologie et donc j'ai basculé sur une autre forme de créativité qui était raconter des histoires, écrire des histoires. Donc c'est assez tard, ce qui au passage peut vous donner des espoirs sur à 16, 17, 18 ans, on peut encore se développer et trouver plein de sources d'intérêt, y compris à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Hein. C'est-à-dire que la vie ne s'arrête pas à ce que l'on fait à l'école à la sortie du bac à 18 ans. Et voilà, donc j'ai commencé à écrire à 40 ans. Je n'avais pas de formation spécialement littéraire, hein, puisqu'encore une fois j'ai fait des études d'ingénieur. Donc là aussi c'est passé par pas mal de lectures. Il y a des questions, Lucas, lisez-vous beaucoup? Oui, j'essaye. Alors j'essaye de lire un livre par semaine. Alors j'y arrive pas. Je suis entre un livre toutes les 2 semaines à peu près. Peut-être un peu plus, je ne sais pas, mais oui, je pense qu'il faut lire beaucoup pour pouvoir écrire, pour apprendre ce qui nous plaît, les styles qui nous plaisent, comprendre comment les autres auteurs arrivent euh, à raconter les histoires en fait, et encore une fois s'en inspirer peut-être, ou du moins savoir ce qui nous plaît et ce qui nous plaît pas. Et puis quand on lit, en fait, quand on lit beaucoup, le cerveau se façonne en fait sans même
le vouloir à un certain style, à une certaine façon de raconter des histoires. Donc oui, je pense qu'il faut lire beaucoup si on veut écrire. Comment je fais pour concilier les deux métiers? Donc je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est surtout une histoire d'organisation. On me pose beaucoup de questions sur le temps, est-ce que ça prend du temps d'écrire? Et là je dis non, je pense pas, je pense que ça prend autant de temps que quelqu'un qui fait de la musique, qui fait 1 heure de guitare par jour ou de piano par jour. Ça prend autant de temps que quelqu'un qui fait beaucoup de vélo par exemple, ou qui fait du jardinage. Donc c'est une passion comme un autre, et on peut très bien s'organiser si c'est une priorité pour vous. Alors en l'occurrence, ma priorité ou ma façon de m'organiser pour être efficace, c'est de très bien me préparer la structure, comme je le disais tout à l'heure. C'est pour ça que j'arrive à écrire sur des plages de temps assez courtes. Quand j'ai 2 heures de temps, en 2 heures, je peux écrire un chapitre, tout simplement parce que je sais exactement où j'en suis dans l'histoire, je n'ai pas de problème d'inspiration et je n'ai qu'à, entre guillemets, écrire le chapitre, c'est-à-dire créer ou imaginer, développer les 3-4 lignes de mon synopsis en 3-4 pages en fait. Donc ça se fait assez bien, surtout que j'ai pas l'angoisse de faire bon du premier coup, puisque j'écris un premier jet, et puis la fois d'après, la prochaine session, je vais l'améliorer en continu, ce qui fait que j'ai pas vraiment de pression en fait sur l'écriture, et ça se fait très bien. Et l'air de rien, une semaine, un mois, une année, c'est quand même des périodes assez longues, où par petites tranches de 2 heures, on peut faire pas mal de boulot, hein. Maya me demande, à travers votre roman, exprimez-vous votre opinion sur les intelligences artificielles? Pensez-vous qu'il faille en avoir peur? Donc effectivement, quand on écrit sur l'IA, alors au passage vous avez remarqué que je n'emploie pas le mot intelligence artificielle dans mon roman, je préfère utiliser le mot d'expert, expert artificiel ou autre, tout simplement parce que j'ai réfléchi au concept d'IA. Je me suis dit, parle-t-on vraiment d'intelligence, hein, et au passage, intelligence artificielle vient de l'anglais, artificial intelligence, et intelligence en anglais ne veut pas forcément dire la même chose. Intelligence en anglais veut plutôt dire information, renseignement, vous savez, CIA, Central Intelligence Agency. Donc il y a un petit quiproquo en France quand on parle d'intelligence artificielle. Euh, donc j'ai préféré parler d'experts, surtout que j'introduis le concept des limites de Tao, donc que vous avez vu, à savoir que je postule dans le roman que les ordinateurs, les logiciels ne pourront jamais être aussi intelligents que les humains. Donc moi je pense que c'est un vrai sujet de société aujourd'hui. Alors il faut se rappeler que la trilogie baryonique est sortie avant le phénomène ChatGPT. Donc les Sophia et autres que j'explique, c'était oui, une projection dans le futur que je ne pensais pas aussi récent qu'allaient être les LLM et les ChatGPT et autres. Donc je ne pense pas qu'il faille en avoir peur, il faut toutefois être vigilant sur l'impact sociétal et social que vont avoir ces intelligences dites génératives. Notamment ne pas tomber dans la facilité, je pense, de déléguer nos capacités de réflexion, nos capacités de synthèse. Ces genres d'IA sont très forts pour faire des synthèses. Donc ne pas déléguer, trop se reposer sur eux pour faire notre boulot à notre place en fait, hein. Parce que si vous, en tant qu'étudiant, si nous, en tant que professionnels, on cède à la facilité de dire je dois faire un résumé d'un texte, hop, je demande à ChatGPT, je dois faire une synthèse, hop, je demande à ChatGPT, je dois donner mon avis ou exprimer une idée originale sur ChatGPT, à la fin, on va plus réfléchir, et ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est quand même pas la bonne solution, hein. Ce qui nous caractérise, nous, humains, hommes et femmes, c'est quand même notre capacité de réflexion, d'avoir un point de vue original. Et si tout ça est sous-traité, dans ce cas-là, on peut se poser la question de c'est quoi notre valeur ajoutée en tant qu'humain. Donc oui, c'est un vrai problème aujourd'hui, enfin c'est un problème potentiel, et je vous invite tous, autant que vous êtes, à réfléchir sur votre positionnement par rapport à ça en fait. C'est quoi qui distingue en fait l'humain de la machine, c'est quoi qui distingue l'humain des animaux, et, euh, et il ne faudrait pas que l'intelligence artificielle prennent une place trop importante dans notre vie, en termes de créativité, en termes de réflexion, en termes de capacité de synthèse. Voilà. Donc je vous invite à réfléchir sur ça.
Alors, est-ce que vous lisez beaucoup? Demande Lucas. J'ai répondu à la question, hein. Oui, j'essaye de lire beaucoup parce que ça ouvre déjà. Alors, c'est une source de détente très appréciable, j'aime bien. C'est une bonne alternative aux séries. Je regarde aussi beaucoup de séries, beaucoup de films, mais il faut équilibrer les deux. C'est deux façons de raconter des histoires différentes. Et c'est vrai que un livre m'embarque plus en termes d'imaginaire et d'empathie que un film. Que lisez-vous actuellement? Demande Mathieu et Thibaut. Quel est votre auteur de SF préféré? Alors c'est très compliqué de donner des auteurs de SF préférés. J'ai un petit faible pour Isaac Asimov, notamment le cycle des robots, tout simplement parce que c'était une de mes premières lectures de SF quand j'avais votre âge, et deuxièmement parce qu'Asimov a réussi justement à être un scientifique tout en étant un très bon auteur de romans de SF. Et donc c'est un peu un modèle pour moi où à mon échelle je me dis j'essaie d'être un bon ingénieur et d'écrire les meilleurs livres possibles. Donc voilà, donc Asimov a été plutôt un modèle sur ça, à avoir associé science et littérature, ce qui n'est pas facile hein, quand on voit aujourd'hui le système éducatif. On a trop tendance à séparer les scientifiques et les littéraires. Moi quand j'étais en terminale, j'étais bon en maths et on me disait toi t'es un scientifique. Et du coup j'étais un peu dans cette spirale un peu malsaine qui était de dire si je suis scientifique je ne suis pas littéraire. Il y avait cette dichotomie qui m'empêchait peut-être de revendiquer à l'époque mon goût pour la lecture par exemple. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège-là et Asimov en ce sens était pour moi un bon modèle, hein. Et puis on va terminer sur ma lecture du moment. Hop, voilà, qui s'appelle Au fond de la forêt, non, qui s'appelle Dans la forêt de Gene Higland. C'est un livre américain qui a été écrit, qui est assez vieux, qui a été écrit en 1996 et qui raconte l'histoire de deux sœurs qui sont seules dans la forêt. Alors c'est pas un monde post-apocalyptique, on sait pas trop ce qui se passe, mais l'humanité est en train de... Il y a eu une épidémie, on sait pas trop ce qui s'est passé. Toujours est-il que ces deux jeunes femmes vont être obligées de réapprendre la vie dans la nature, reconnaître les plantes, etc. Je trouve ça très chouette, très beau, et puis ça résonne dans ce monde très technophile d'aujourd'hui, très technologique, où on se dit mais si tout ça s'arrêtait, si demain il y avait une grande panne d'électricité mondiale, on n'avait plus accès à Internet, à ChatGPT, à tous ces assistants numériques, qu'est-ce qu'on deviendrait? Est-ce qu'on serait capable de se nourrir tout seul, de vivre en fait, tout simplement? Donc une bonne source à la fois de lecture et de réflexion. Voilà, j'ai déjà pris pas mal de votre temps. Je sais que c'est pas forcément très agréable d'écouter quelqu'un à distance. Encore une fois, désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui, mais je crois que David est là et ça va bien se passer. Voilà. Un grand merci pour votre lecture de la trilogie baryonique et puis peut-être à un de ces jours. Au revoir.